Bonjour à tous, bienvenue sur Garam Science dans cette seconde vidéo qui est la suite de la précédente. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que la gravitation disruptive en tant que force capable de courber l'espace-temps va justement courber l'espace-temps. En fait, par quel principe est-ce que l'espace en tant que tel va être courbé en considérant la gravitation comme une force? Avant ça, avec Einstein, la gravitation est une courbure de l'espace-temps uniquement, et la façon de le décrire, en fait, le principe à la base de la description de la relativité générale, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence fort. Le principe d'équivalence fort, c'est de dire que la gravitation est indiscernable d'une accélération. Donc si on est sur Terre, il est impossible de savoir si on est sur Terre ou bien dans une fusée qui accélère vers le haut. Parce qu'en fait, ça fait les mêmes effets. Donc Einstein, en postulant ce principe-là, il a pu, après 8 ans de travail, 8 longues années de travail, grâce à ce qu'on appelle le calcul tensoriel, il a pu écrire les équations de la relativité générale, qui ne sont ni plus ni moins que la transcription mathématique de cette intuition qu'il a eue. En fait, ce principe-là, il a un petit problème. Je vais vous montrer lequel. Donc là, sur Terre, imaginons qu'on tient dans notre main, un objet qui est chargé, un objet chargé électriquement. Par exemple, un générateur de Van de Graaff. Eh bien, pour parler de manière plus jolie, on va imaginer qu'on tient dans notre main un électron. C'est vraiment pour l'image. Donc, le physicien sur Terre tient un électron dans sa main, idem dans la fusée, il tient un électron. Le problème, c'est qu'on sait que lorsque un électron accélère, ou bien une charge accélère, la charge rayonne de l'énergie. Donc là, comme la fusée accélère, on devrait voir un rayonnement. Et s'il y a rayonnement d'énergie, ça veut dire que de l'énergie se dissipe. Dans ce cas-là, d'où vient l'énergie? L'énergie, naturellement, provient des moteurs de la fusée. Maintenant, sur Terre, d'après le principe d'équivalence de Einstein, on devrait avoir le même résultat que dans la fusée. Donc, normalement, l'électron, ou bien la boîte chargée, peu importe, devrait rayonner. Mais dans ce cas-là, la question s'impose cette fois-ci, d'où vient l'énergie? Eh bien là, c'est une impasse. Donc, cette expérience de pensée, qui répond en fait à l'expérience de pensée de Einstein qui l'a mené à postuler ce principe-là, eh bien cette expérience de pensée invalide le principe d'équivalence de Einstein. Les lois physiques ne sont pas les mêmes que l'on soit dans un référentiel accéléré ou bien dans la gravitation. Donc maintenant que le principe d'équivalence de Einstein est invalidé, il nous faut donc maintenant un nouveau principe qui va nous permettre de bâtir la façon dont la métrique sera calculée. Donc ce principe-là, je l'ai écrit en titre, donc je ne vais pas le répéter, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'il intervient naturellement. Donc dans la première vidéo, on a vu comment la masse relative faisait intervenir très naturellement l'énergie apparente. Et on a vu que la forme de l'énergie apparente faisait qu'on était en droit de modifier la métrique de Schwarzschild de sorte à avoir cette métrique-là, qui est en fait donc une correction d'ordre 2 de la métrique de Schwarzschild. Et donc cette métrique-là, tout l'enjeu maintenant est de réussir à lui donner une signification physique. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Donc là, désolé, mais ce sera un peu technique. Donc, cette métrique-là, si on l'écrit en coordonnées cartésiennes, on aura G, la métrique s'écrit de la forme G00 et GS, une partie spatiale, moins GS, pardon. Donc G00, c'est 1 plus 8 sur C2 au carré. Et GS, ça correspond à cette partie-là. Finalement, GS s'écrit, si on est en coordonnées cartésiennes, ça va s'écrire donc
1 plus phi sur C2 puissance moins 2, 1 en diagonale ici aussi, hop, et 3 zéros en haut et 3 zéros en bas, comme ceci. Donc voilà comment s'écrit la métrique spatiale. Le G00, on l'a déjà vu grâce à l'analogie entre le redshift de Einstein et l'énergie apparente du photon en gravitation destructive, que le G00 qu'on va prendre, c'est 1 plus phi sur C2, le tout au carré. Maintenant, il nous reste donc à trouver la signification physique de ce GS-là. Donc GS étant la partie spatiale de la métrique. Donc là, ce qui saute aux yeux, c'est que le déterminant de la métrique, c'est le produit donc de ce terme-là fois 1 fois 1, donc déterminant de GS, c'est égal à 1 plus phi sur C2, le tout puissance moins 2. Très bien. Je vais effacer ça, et je vais maintenant rappeler deux choses. D'une part, je vais rappeler la formule de l'énergie apparente. Donc on avait dit que E est égal à E0, qui est ce qu'on peut appeler l'énergie libre, fois 1 plus phi sur C2. Donc ça, c'est l'énergie apparente. Et je veux aussi rappeler le fait que lorsqu'on a un volume, donc si j'ai un volume, comme ceci, et que dans le repère que j'ai, la distance entre les deux coordonnées de ce cube-là, c'est dx, la distance entre les deux coordonnées qui correspondent à cette arête-là, c'est dz, et que ici, j'ai dy, alors le volume de ce cube-là, c'est dx fois dy fois dz, si l'espace est plat, mais si l'espace est courbé, le volume, c'est dx fois dy fois dz, le tout multiplié par racine de déterminant de GS. Ça, ce sont des mathématiques. Et donc, il faut garder ça à l'esprit. Que le volume, si l'espace est courbé, ce n'est pas dx, dy, dz, c'est dx, dy, dz fois déterminant de GS. Gardez-le à l'esprit car ça va avoir tout son sens dans quelques secondes. Donc, en écrivant det de GS égale à ça, on peut aussi bien écrire que racine de det de GS est égale à ça puissance moins 1. On peut aussi bien écrire que ça fois ça est égal à 1. Alors maintenant, en écrivant ça, on va faire intervenir une densité volumique d'énergie libre. E0. D'accord? Et on va aussi faire intervenir ce E0-là dans un volume dx, dy, dz. Donc là, multiplions de part et d'autre par ça. On va donc avoir E0, alors je vais mettre ce terme-là ici, 1 plus phi sur C2, fois racine de det de GS, fois dx, dy, dz, ça c'est égal à E0 fois dx, dy, dz. Alors là, rappelez-vous, l'énergie apparente, comment elle s'écrit? Comme ceci. Ce qui veut dire que ça, c'est quoi? C'est l'énergie apparente par unité de volume. Donc je vais l'appeler, là je vais effacer ça,
Et donc ça, c'est, on va le noter E phi. Donc là, E phi fois racine de det de GS fois dx dy dz est égal à E0 dx dy dz. Bon, désolé, j'écris mal. Je sais que c'est pas mon fort, mais peu importe. Et ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça, c'est le volume qu'il y a dans le cube fois l'énergie apparente. Donc c'est en fait l'énergie apparente contenue dans le cube. Et vous voyez que ça ne dépend pas de phi. Ce qui veut dire que on voit que la signification physique de ça, c'est de dire que l'énergie apparente du vide est invariante. D'où le nouveau principe. L'invariance de l'énergie apparente du vide. Ça vient de là. Concrètement, c'est un peu comme si, peu importe comment je regarde les particules qu'il y a dans le vide, en fait, c'est un peu comme si le vide était plein de quelque chose, plein de particules. Et peu importe comment je tente de regarder l'énergie de ces particules, je mesurais toujours la même chose. Ça veut dire ça. Et ça, c'est un principe qui est extrêmement fort, parce que c'est du même ordre de grandeur que le principe de l'invariance de la vitesse de la lumière. Je vais effacer ça. Donc, l'invariance de la vitesse de la lumière est associée à ce qu'on appelle le facteur de Lorentz, lambda, enfin gamma, pardon, excusez-moi. Et de la même façon, en gravitation disruptive, l'invariance de l'énergie apparente du vide est associée au facteur bêta, qui est 1 plus phi sur C2. Et du coup, l'énergie apparente d'un objet, on va écrire E ap, c'est égal à bêta fois gamma fois, on va appeler ça son énergie libre. Pardon, si on prend une particule, gamma M0C2. Donc pour une particule qui a une masse libre de M0, son énergie apparente c'est ça. Alors pourquoi j'écris ça? C'est vraiment pour montrer que ce principe-là est vraiment du même ordre de grandeur que le principe d'invariance de la vitesse de la lumière. Et donc, quand j'ai trouvé ça, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un truc vraiment très intéressant. Que cette théorie-là, forcément, allait dans le bon sens. On part de calculs très simples, d'un raisonnement extrêmement logique, et on tombe sur un principe qui est similaire à un principe des plus fondateurs de la physique moderne. Donc voilà, je pense que je peux m'arrêter là pour ce principe-là, pour cette vidéo. Et nous allons voir maintenant comment, en utilisant ce principe-là, on peut calculer la métrique complexe. Donc ce qu'on va avoir au final, c'est une équation de la forme, je vais juste l'écrire pour l'instant, et une prochaine vidéo donc, montrera comment est-ce qu'on le démontre. Donc la forme, ce sera un truc qui ressemble à GS de IJ est égal à delta IJ plus lambda BIJ. Où ça, c'est une nouvelle métrique que je définirai plus tard. Donc cette métrique-là, elle complète la première vidéo au sens où, dans la première vidéo, on avait un Lagrangien. Donc L est égal à moins MC racine de G mu nu x point mu x point nu, tac, moins M phi. Et comme on a séparé la partie temporelle de la partie spatiale en gravitation disruptive, et qu'on arrive à déterminer la métrique spatiale, il manque en fait, pour rendre compte de ce qu'on appelle l'effet Lane-Searing et géodétique, peu importe ce que c'est, il ne faut pas considérer le potentiel phi, mais ce qu'on appelle
le quadrivecteur potentiel. Donc on va écrire x mu point g mu, où ça c'est le quadrivecteur potentiel. En rappelant évidemment que m c'est m0 divisé par 1 plus phi sur C2. Et donc avec ça, on a la théorie de la gravitation disruptive au complet. Enfin, presque au complet parce qu'il faut maintenant que je vous démontre cette formule-là et à quoi est égal BIJ. Tout ça est dans la publication que j'ai faite, c'est en description de la vidéo, donc allez lire si vous voulez, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.